À 14h NIT, l'obscurité est tombée d'un coup sur Ouagadougou, comme une nuit imposée en plein jour après un claquement de doigts collectif. En quelques minutes, les lumières ont disparu, les réseaux se sont figés et une explosion unique a lacéré le silence, transformant un quartier présidentiel en énigme stratégique à ciel ouvert. Que révèle vraiment cette cassure brutale pour ceux qui scrutent Ibrahim Traoré, pris entre la vulnérabilité affichée et la puissance réelle d'un État qui refuse de plier? Derrière cette brèche de 20 minutes, c'est la promesse d'une guerre invisible qui affleure et inquiète. L'attaque de l'après-midi, avec son obscurité soudaine et son explosion unique, a laissé bien plus qu'un cratère. Elle a ouvert une question centrale sur la capacité du Burkina Faso à absorber un choc hybride sans s'effondrer. La promesse du récit qui suit est simple. Comprendre précisément comment un événement de 20 minutes peut redéfinir un rapport de force nationale. Si les témoins décrivent la panique, les coupures et les silences radio, les implications dépassent de loin la scène immédiate, car elles touchent à la souveraineté, à la résilience institutionnelle et aux vulnérabilités informationnelles d'un pays déjà sous tension. Le risque est double. D'un côté, l'érosion de la confiance interne qui nourrit la désinformation, de l'autre, l'ouverture d'un corridor pour les acteurs extérieurs capables de manipuler les failles techniques mises à nu. Et si les 20 premières minutes n'étaient qu'un prélude? Les prochains segments dévoileront ce qui n'a pas été vu à chaud, les motifs, les signaux faibles et les indices technologiques qui réorientent totalement l'interprétation de l'assaut. La première analyse technique menée 4 ARS après l'attaque a révélé un détail inattendu. Près de 40% des infrastructures de télécommunications de la capitale avaient été neutralisées en moins de 20 minutes, un ratio trop précis pour être accidentel. Dans le même rapport, les enquêteurs ont confirmé la présence de fragments de code cryptographique associés à des opérations extérieures, un indice qui rebat complètement la lecture initiale de l'assaut. Ces deux données changent tout, car elles replacent l'épisode dans une séquence beaucoup plus large que les habitants de Ouagadougou n'ont pu percevoir au moment où la ville basculait dans l'obscurité. L'explosion, les coupures, les véhicules non identifiés et le silence qui a précédé l'impact ne forment plus seulement une série d'événements épars. Ils composent un pattern cohérent, pensé pour frapper à la fois l'essence, les réseaux et la chaîne décisionnelle du pouvoir. Le quartier de Kossam, où réside Ibrahim Traoré, n'était pas un simple point de vulnérabilité géographique. Il représentait une interface entre la symbolique politique et l'appareil technique de l'État, cible idéale pour une action hybride. Ce contexte permet de comprendre pourquoi la réaction des autorités a été rapide mais chaotique, les lignes sécurisées étaient inopérantes, les caméras hors service et les chaînes de commandement fragmentées par l'absence d'informations consolidées. En l'espace de quelques minutes, la capitale est passée d'un fonctionnement normal à une paralysie systémique, révélant une faille structurelle dans l'architecture de défense nationale. C'est également dans ce vide informationnel que les premiers récits contradictoires ont commencé à circuler. Certains évoquaient un coup interne, d'autres une intervention technique d'acteurs internationaux. Cette dualité n'est pas secondaire, elle constitue le cœur du dilemme stratégique auquel fait face le gouvernement de transition. Les heures qui ont suivi ont donc servi de test grandeur nature, mesurer non seulement la robustesse des infrastructures critiques, mais aussi la capacité du pays à traiter, absorber et contrôler un afflux massif de signaux contradictoires. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les premiers récits cohérents sont venus de quelques agents techniques qui avaient été déployés en périphérie du quartier de Kossam avant même que la capitale ne soit totalement plongée dans l'obscurité. Et leurs observations offrent aujourd'hui un rôle de guide indispensable pour comprendre l'enchaînement réel des événements. Ces agents décrivent une scène où la confusion visible masquait des actions très méthodiques, des véhicules non identifiés empruntaient des itinéraires secondaires rarement utilisés, des brouilleurs réduisaient la portée des communications individuelles et des signaux parasites venaient perturber les systèmes de surveillance avant même que les forces de sécurité n'aient eu conscience de la panne. Leurs témoignages convergent vers une perception essentielle.
L'attaque n'était pas seulement un choc ponctuel, mais un test grandeur nature visant à mesurer la rapidité de saturation des capteurs urbains, à évaluer les seuils de résistance des réseaux civils et à observer la manière dont l'État priorise ses réponses lorsqu'il est privé de données fiables. Ces mouvements précurseurs ont eu un impact immédiat sur la gestion de crise, car ils ont créé une situation paradoxale où les unités déployées physiquement étaient opérationnelles, mais aveugles. Elles avançaient sans carte, sans flux vidéo, sans confirmation radio, dépendant uniquement de signaux partiels qui se contredisaient souvent, ce qui a fragmenté la coordination et retardé les décisions essentielles. Ce retard, pourtant limité à quelques minutes, a suffi à transformer une attaque ciblée en déstabilisation systémique. À 14h30, la coupure d'électricité frappe Ouagadougou sans préavis, comme une lame nette, sectionnant la ville en un seul geste. Les témoins parlent d'un basculement immédiat, presque irréel, un soleil encore haut, puis une obscurité totale qui désoriente les passants, bloque les routes et suspend la circulation. En moins de 2 minutes, les réseaux publics cessent de répondre. Les téléphones perdent simultanément leurs signaux, les radios internes des unités de sécurité se figent et les premières vidéos amateurs montrent des rues figées où l'absence de bruit devient un élément de tension en soi. Les capteurs urbains, eux aussi, s'effondrent les uns après les autres, dessinant non pas un hasard mais une séquence orchestrée. Un premier véhicule non identifié passe en trombe dans Kossam, puis un second, puis un troisième, tous aux vitesses irrégulières, formant un schéma trop synchronisé pour n'être qu'un effet domino. À ce stade, personne n'a encore conscience qu'une attaque hybride est en cours. L'explosion survient alors que le silence est à son pic. Une seule détonation, placée de manière chirurgicale, résonne dans un quartier où réside Ibrahim Traoré, créant une onde de choc que les caméras n'enregistrent plus. Le souffle détruit plusieurs façades, brise un périmètre de sécurité et provoque un mouvement de panique immédiat. Les communications internes des forces burkinabées deviennent inutilisables. Les relais sont brouillés, les fréquences saturées et les tentatives d'établir un contact visuel via les drones de surveillance échouent car les flux vidéo sont corrompus par des signaux externes. Les unités d'élite sont déployées rapidement mais aveugles. Elles avancent en formation réduite, tentant de reconstruire une carte mentale d'un périmètre où les repères lumineux, sonores et numériques ont disparu. Pendant ce temps, les analyses internes commencent à détecter des patterns inhabituels, des trames de code ressemblant à des signatures employées dans des opérations militaires internationales, des interférences impossibles à produire avec du matériel artisanal et des routes virtuelles empruntées par des signaux parasites venant de l'extérieur. Le chaos visible n'est qu'une façade. En arrière-plan, un démontage méthodique de l'infrastructure informationnelle est en cours. Lorsque les forces spéciales atteignent enfin la zone touchée, 20 minutes se sont écoulées. Elles sécurisent un périmètre partiellement compromis, mais les informations récoltées restent parcellaires. Les rumeurs commencent à se répandre plus vite que les clarifications officielles. Certains évoquent une tentative interne, d'autres y voient une intervention étrangère. Dans les banques, les transactions chutent de 85%, une paralysie immédiate qui bloque les paiements, réduit les retraits et crée une onde de choc économique que les réseaux sociaux amplifient sans filtre. Les entreprises suspendent leurs opérations, les services administratifs basculent en mode manuel, incapables de se connecter à leurs serveurs. Ce qui avait commencé comme une coupure de courant ponctuelle devient un stress test national. La population, elle, oscille entre méfiance et sidération. L'absence de données nourrit les interprétations contradictoires, creusant les fractures internes. Et au cœur de cet effondrement momentané, une question s'impose. Le Burkina Faso a-t-il été ciblé pour ses vulnérabilités internes ou pour affaiblir la position d'Ibrahim Traoré dans un jeu géopolitique plus large ? Avant l'attaque, les réseaux de télécommunications de Ouagadougou fonctionnaient à un niveau stable, avec une disponibilité moyenne dépassant 96%. 20 minutes après le début de l'assaut, 40% de cette infrastructure était totalement neutralisée, un delta trop net pour être attribué à une panne classique. Cette chute brutale et synchrone indique une intervention ciblée exploitant plusieurs vulnérabilités techniques simultanées.
Au même moment, les transactions bancaires dans la région ont enregistré une baisse de 85%, un effondrement qui révèle la dépendance critique du système financier au réseau numérique. Cette distorsion extrême expose un point faible majeur du dispositif économique national. Les premières estimations font état de plus de 20 millions de dollars de pertes directes au cours des premières heures, un montant qui surprend par sa rapidité d'accumulation. La vitesse de propagation financière confirme la nature hybride et systémique de l'attaque. Ces chiffres, mis bout à bout, dévoilent ce que les images de la scène ne montraient pas. L'assaut n'était pas un simple acte violent accompagné d'une coupure de courant, mais une opération calibrée pour frapper 3 couches essentielles: visibilité publique, architecture numérique et flux économique. Là où les témoins décrivaient la panique, les données tracent une signature plus froide, plus ordonnée, presque algorithmique. La question ouverte en la section précédente, pourquoi l'attaque semblait vouloir tester les réflexes nationaux, trouve ici son contour technique. Les assaillants ont visé les systèmes permettant au Burkina Faso de fonctionner, pas seulement les lieux où se concentre le pouvoir. Cette approche révèle aussi la dimension politique indirecte de l'opération. En frappant des nœuds critiques plutôt que la chaîne hiérarchique elle-même, l'attaque créait une pression invisible sur l'ensemble du gouvernement de transition tout en observant la capacité du pays à réagir sans coordination numérique. Cela place automatiquement Ibrahim Traoré au centre de l'équation. Les résultats techniques de l'assaut ne testaient pas uniquement la solidité institutionnelle, mais aussi la manière dont son leadership absorberait, communiquerait et compenserait un choc structurel inédit. Pour un État qui cherche à renforcer sa souveraineté dans un environnement régional instable, ces attaques hybrides constituent une menace qui dépasse largement l'impact physique mesurable. Les fragments de code retrouvés dans les serveurs compromis, ressemblant à des signatures utilisées par des entités étrangères, renforcent l'idée que l'objectif était double: perturber le présent et cartographier les vulnérabilités pour de possibles actions futures. Les chiffres ne racontent donc pas seulement l'ampleur du choc, ils révèlent la méthode, la cible et l'intention stratégique d'une opération façonnée pour affaiblir un État par ses fondations numériques. Deux lectures majeures s'affrontent depuis les premières heures suivant l'attaque et chacune mérite d'être exposée dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux éléments concrets découverts sur le terrain. La première thèse avance que l'assaut serait issu de forces internes, profitant d'un climat de tension déjà installé dans le pays. Les partisans de cette hypothèse rappellent que le Burkina Faso traverse une phase de fragilité politique et sécuritaire, où divers groupes armés locaux disposent de réseaux logistiques suffisants pour mener des actions brutales et opportunistes. Dans ce cadre, la coupure d'électricité, l'explosion ciblée et la confusion médiatique pourrait être interprété comme un coup de force interne cherchant à déstabiliser un gouvernement en transition. Pour eux, l'attaque serait la conséquence logique d'une accumulation de fractures internes, d'un ressentiment latent et de rivalités politiques prêtes à éclater. La seconde thèse se construit autour d'un autre pilier: l'implication d'acteurs extérieurs menant une opération hybride sophistiquée. Ceux qui défendent cette lecture insistent sur les indices technologiques impossible à ignorer. Les fragments de code cryptographique trouvés dans les systèmes touchés, proches de signatures associées à des opérations militaires internationales, ne s'accordent pas avec le profil technique de groupes locaux. De même, la neutralisation synchronisée de 40% des télécommunications en moins de 20 minutes dépasse de loin la capacité d'une faction interne opérant sans soutien extérieur. L'usage de brouilleurs avancés, les signaux parasites et les manipulations de flux numériques suggèrent une intervention structurée, pensée pour tester la résilience nationale et altérer les perceptions populaires. Lorsque l'on confronte ces deux hypothèses aux données disponibles, un point émerge nettement: si les tensions internes existent réellement, elles ne suffisent pas à expliquer la sophistication des intrusions numériques constatées. L'effondrement simultané des réseaux, la désactivation des capteurs urbains et la présence de signatures cryptographiques étrangères penchent clairement vers une opération hybride externalisée. Les facteurs internes ont peut-être facilité la propagation de la confusion, mais les mécanismes déclencheurs pointent vers une main plus lointaine, plus technique,
plus préparés. Tout bascule en silence. Lorsque les analystes burkinabés recoupent enfin les journaux d'événements provenant des serveurs partiellement restaurés, un détail renversant apparaît. Les brouillages détectés pendant l'attaque ne provenaient pas d'un seul vecteur, mais de 3 sources distinctes, chacune opérant sur une bande différente. Cette multiplicité change totalement l'interprétation du scénario, car elle exclut de facto la possibilité d'un groupe isolé, agissant avec du matériel récupéré ou artisanal. La découverte dévoile un tournant. L'assaut n'était pas seulement coordonné dans l'espace, mais dans le spectre, ce qui implique une intention de saturer la perception plutôt que de provoquer uniquement un effet physique. Cette logique explique pourquoi les unités d'élite, pourtant bien équipées, se sont retrouvées aveugles malgré leur expérience. À ce stade, la question de savoir quel acteur tire les ficelles cesse d'être théorique. La sophistication technique impose l'idée d'une intervention capable d'opérer simultanément sur plusieurs couches numériques, ce qui recentre inévitablement l'attention sur la manière dont Ibrahim Traoré devra gérer l'après-coup. Car cette révélation de milieu de parcours n'est pas un simple indice, elle marque le point où l'attaque quitte le registre du spectaculaire pour entrer dans celui de la stratégie durable. Les premières heures après l'attaque ont laissé une empreinte profonde sur les habitants de Ouagadougou, dont beaucoup ont décrit un sentiment d'insécurité inédit. La coupure brutale des télécommunications a isolé des quartiers entiers, empêchant les familles de vérifier la sécurité de leurs proches. L'explosion unique, relayée par des vidéos fragmentaires, a alimenté une spirale de rumeurs qui s'est répandue plus vite que les clarifications officielles. Dans ce vide informationnel, la confiance envers les institutions a vacillé. Certains y voyaient un effondrement imminent, d'autres un acte ciblé visant à déstabiliser la position d'Ibrahim Traoré. Ce déséquilibre psychologique s'est accompagné de craintes économiques immédiates, notamment dans les foyers dépendant des transactions mobiles, devenues soudain inopérantes. Pour les acteurs économiques, l'impact a été sans précédent. La chute de 85% des transactions bancaires en quelques heures a provoqué une paralysie qui a touché commerce, services et micro-entreprises. Plusieurs boutiques ont fermé par précaution, incapables de gérer les paiements ou d'assurer la sécurité de leur personnel. Les entreprises dépendantes des chaînes numériques, logistique, facturation électronique, gestion de stock, ont subi des retards considérables, parfois irréversibles sur les marchés sensibles. Certains opérateurs affirment que cette panne brutale a créé une vulnérabilité réputationnelle durable, poussant des partenaires étrangers à suspendre temporairement leurs engagements. La question qui s'impose désormais est celle de la résilience future du tissu économique dans un environnement où les attaques hybrides deviennent un risque opérationnel central. Du côté de l'État, l'onde de choc a été double, opérationnelle et stratégique. Les unités de sécurité privées d'informations en temps réel ont été contraintes d'improviser des protocoles manuels, une situation qui expose la fragilité des infrastructures critiques nationales. Les systèmes de surveillance et les réseaux internes, saturés ou brouillés, ont empêché une réponse pleinement coordonnée. Dans les heures qui ont suivi, le gouvernement a dû gérer non seulement la sécurisation du périmètre, mais aussi la bataille narrative, afin de prévenir la désinformation qui se propageait rapidement. Cette tension a souligné la nécessité d'un renforcement massif de la cybersécurité, désormais considéré comme un pilier de la souveraineté. L'épisode a également placé Ibrahim Traoré face à un impératif, reconstruire la confiance publique tout en resserrant les défenses techniques et diplomatiques. À l'échelle régionale, l'attaque a résonné comme une alerte stratégique. Les pays voisins, déjà confrontés à des menaces similaires, ont interprété l'événement comme la preuve que les opérations hybrides deviennent un mode d'action privilégié pour remodeler l'équilibre du Sahel. Les puissances extérieures, soupçonnées d'ingérence, se retrouvent pointées du doigt, ce qui a tendu davantage les relations diplomatiques. Plusieurs observateurs internationaux affirment que l'assaut contre Ouagadougou pourrait inaugurer une nouvelle phase de compétition géopolitique dans la région où information, cybersécurité et perception publique deviennent des terrains de bataille. Cette dynamique impose au Burkina Faso de choisir soigneusement ses alliances techniques et sécuritaires pour éviter l'isolement ou la dépendance stratégique.
Dans l'hypothèse la plus réaliste, le Burkina Faso parvient à stabiliser progressivement la situation sans pour autant éliminer toutes les vulnérabilités révélées par l'attaque. Les institutions renforcent leurs protocoles de cybersécurité, les communications critiques sont mieux protégées et une coopération régionale plus structurée se met en place avec le Mali et le Niger. Cette trajectoire, bien que solide, reste marquée par une méfiance durable de la population, encore marquée par la paralysie des réseaux et les rumeurs qui ont suivi l'explosion. Les acteurs économiques, eux, avancent prudemment, réévaluant leur dépendance numérique. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario implique une reconstruction progressive de la confiance sans véritable normalisation diplomatique vis-à-vis des puissances occidentales. Dans la version la plus favorable, l'attaque devient un catalyseur de transformation. Le gouvernement mobilise les ressources nécessaires pour bâtir une architecture numérique plus robuste, tout en développant des alliances régionales centrées sur la souveraineté et la défense collective. Les relations avec certains partenaires stratégiques africains se resserrent, permettant au pays d'accéder à des technologies plus récentes et à des programmes de formation avancés. L'économie, après une phase de protection, amorce une diversification vers l'agriculture modernisée et les services numériques locaux, réduisant la dépendance aux acteurs extérieurs. Ce scénario ouvre la voie à un renforcement marqué de la position internationale du pays, offrant à Ibrahim Traoré un terrain plus stable pour mener des réformes. Si les tensions internes et externes s'accentuent simultanément, le Burkina Faso pourrait faire face à une dégradation prolongée. Les groupes armés profitant du trouble pour étendre leur influence, les pressions étrangères se multiplient et les institutions peinent à absorber les attaques hybrides. Dans ce climat, la méfiance publique augmente, les alliances régionales se fissurent et les investissements étrangers se retirent, aggravant une crise économique déjà fragile. Le risque est alors celui d'un isolement stratégique, avec un État rendu vulnérable par la multiplication des fronts sécuritaires et numériques. Face à ces trois trajectoires possibles, la clé réside dans une question simple. Quel modèle de résilience le pays veut-il bâtir pour éviter que l'urgence du présent ne devienne la norme du futur ? Ce qui s'est passé à Ouagadougou dépasse largement les frontières du Burkina Faso, car l'attaque met en lumière des vulnérabilités qui concernent toutes les sociétés dépendantes du numérique, qu'elles soient africaines, européennes ou ailleurs. Pour le premier groupe, c'est-à-dire les citoyens ordinaires, l'événement rappelle brusquement la fragilité de la vie quotidienne lorsque les réseaux s'effondrent, la perte de contact, l'impossibilité d'accéder aux services essentiels ou de vérifier la sécurité d'un proche démontrent à quel point la confiance collective repose sur des infrastructures invisibles mais cruciales. Chacun peut se reconnaître dans cette angoisse. Que se passerait-il si, demain, votre propre ville plongeait soudainement dans le noir ? Pour le deuxième groupe, c'est-à-dire les acteurs économiques et professionnels, l'attaque souligne l'importance stratégique de la continuité numérique. Les entreprises, petites ou grandes, ne peuvent plus fonctionner sans réseau fiable, et les perturbations observées à Ouagadougou offrent un cas d'école. Lorsque les flux financiers chutent, les chaînes logistiques s'arrêtent et les partenaires extérieurs doutent. L'économie entière se grippe. Cette situation est un avertissement direct. La sécurité numérique n'est plus un supplément, mais un pilier opérationnel. Pour le troisième groupe, c'est-à-dire les observateurs engagés, analystes ou décideurs, l'événement constitue un signal fort sur la transformation des conflits modernes. Le cas burkinabé montre que les attaques hybrides ne visent pas seulement des objectifs militaires. Elles cherchent à modeler les perceptions, tester les réflexes institutionnels et influencer les trajectoires politiques. Ce type d'assaut n'est pas exceptionnel. Il s'inscrit dans une tendance mondiale où les frontières entre guerre informationnelle, sabotage technique et pression géopolitique deviennent floues. Dans ce contexte, chacun peut tirer une leçon personnelle. La souveraineté numérique n'est pas un concept abstrait, mais une condition indispensable pour protéger les vies, les économies et les décisions qui façonnent l'avenir. Pour qu'un choc comme celui de Ouagadougou ne puisse plus jamais produire un effet domino aussi rapide, le Burkina Faso doit engager une trajectoire structurée, séquencée en étapes, capable de renforcer simultanément ses défenses numériques,
institutionnelle et diplomatique. La première étape consiste à reconstruire une architecture de cybersécurité nationale en révisant les systèmes critiques qui ont été neutralisés en 20 minutes. Cela implique de créer des équipes spécialisées capables d'auditer les réseaux, d'anticiper les intrusions et de déployer des protocoles d'urgence activables même en cas de saturation totale du spectre. Cette fondation est indispensable pour réduire la dépendance aux solutions temporaires improvisées au moment de l'attaque. La deuxième étape concerne la réorganisation des chaînes décisionnelles internes. L'absence de données fiables a paralysé plusieurs unités, révélant un besoin urgent de circuits alternatifs permettant de transmettre des informations essentielles sans passer par les réseaux habituels. Ce réagencement doit inclure des tests réguliers, des simulations hybrides et une coordination renforcée entre les forces de sécurité, les opérateurs de réseau et les institutions civiles. Troisièmement, le pays doit solidifier ses alliances régionales, car la résilience ne peut plus être pensée de manière isolée. Le partage d'expertise technique, la mutualisation des alertes et l'élaboration de protocoles conjoints avec le Mali et le Niger représentent un levier stratégique, particulièrement dans un contexte où des acteurs extérieurs sont suspectés d'ingérence. Enfin, la trajectoire doit être portée politiquement. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de ce chantier. C'est à lui d'orchestrer l'équilibre entre fermeté souveraine et ouverture diplomatique, en veillant à ce que la reconstruction technique s'accompagne d'une restauration de la confiance publique. Lorsque l'on revient aux premiers agents déployés en périphérie de Kossam, ceux dont les observations avaient servi de fil conducteur pour comprendre les premières minutes, on réalise que leur rôle dépasse le simple témoignage technique. Leur présence, avant même que l'obscurité ne tombe sur la capitale, incarne l'idée que la résilience ne naît pas uniquement de la technologie, mais des personnes capables de garder leur sang-froid au cœur du vide informationnel. Ce motif du guetteur, aperçu dans la partie précédente, revient ici comme une image nécessaire, celle d'un pays qui apprend à surveiller l'invisible. Dans cette perspective, la mission d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus humaine que stratégique, car au-delà des réseaux à réparer et des alliances à consolider, il s'agit de maintenir un lien avec une population qui a vu ses repères s'effondrer en quelques minutes. La reconstruction n'est pas seulement une question d'infrastructure, elle est aussi émotionnelle, ancrée dans la capacité d'un État à rassurer ceux qui ont vécu la panique, la coupure et l'incertitude. Et au centre de cette histoire, une vérité demeure. La stabilité commence par la clarté. L'attaque de Ouagadougou a montré à quel point une nation peut vaciller lorsque ses infrastructures les plus silencieuses se brisent soudainement, mais elle a également révélé quelque chose d'essentiel. La capacité d'un peuple à rester debout, même quand les certitudes disparaissent. Aujourd'hui, au-delà des analyses, des scénarios et des responsabilités, une question commune demeure. Comment renforcer ensemble une souveraineté qui ne dépend pas uniquement des institutions, mais aussi de la vigilance collective. Chaque citoyen, chaque observateur, chaque voix a un rôle à jouer dans la construction d'un espace numérique, politique et social plus résilient. L'histoire récente du Burkina Faso ne demande ni adhésion aveugle, ni confrontation stérile. Elle invite à une réflexion partagée, à une manière nouvelle d'aborder la sécurité, la confiance et la solidarité. Si ce sujet vous interpelle, si vous pensez que la souveraineté moderne se construit aussi par la compréhension et le dialogue, alors votre regard compte. Et vous, que retenez-vous vraiment de cette attaque et de ses leçons ?